Je suis psychologue du travail, j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans différentes PME. Pendant plus de 20 ans, donc, j'ai énormément recruté de gens et systématiquement, et j'ai globalement utilisé toutes les méthodes que l'on trouve sur le marché aujourd'hui et à chaque fois que je recrutais quelqu'un qui avait un élément marquant dans son comportement, je ressortais le pronostic qui avait été fait au moment de son recrutement pour savoir si moi-même ou mes collaborateurs, on était dans la bonne prédiction. Donc systématiquement, savoir si on n'avait pas fait une erreur, si on avait fait le bon pronostic de performance des candidats qu'on a recrutés. Je suis d'accord avec tous mes confrères, on ne joue pas au dé au recrutement. Il y a trop d'impact à la fois pour l'individu quand on se plante et à la fois pour l'organisation. Donc 3 générations, je le disais à l'instant, de méthodologie de recrutement. La première génération, c'est globalement, on fait un inventaire de personnalité, ça veut dire qu'on va décrire la personnalité du candidat. Quand on décrit une personnalité, en fait, on cherchait à cette époque-là, mais certaines solutions existent encore en la matière, à écarter des comportements qui ne sont pas souhaités en entreprise. Des comportements déviants, c'est globalement le résultat attendu, mais on ne répond pas à la question essentielle du pronostic. Est-ce que ce candidat sera performant dans ce métier, dans mon entreprise? Et on va voir que ça joue un rôle très important. Deuxième génération, là on commence à arriver des gens qui établissent des relations donc avec des profils donnés et avec des entreprises et des métiers, surtout des métiers, pardon. Un technicien, par exemple, on va faire un pronostic sur alors, ce sont des méthodes empiriques à ce stade-là, ce n'est pas encore de la mesure scientifique. Donc de manière empirique, on va faire des profils de personnalité disant qu'ils portent de la performance. Mais cette méthode-là, elle a un défaut, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on va chercher des profils. Là, ici, vous avez un graphique sur lequel sont en relation une performance avec un trait de personnalité. C'est un peu abscon présenté comme ça. Mais on ne va pas prendre en compte des traits de personnalité qui sont facteurs de contre-performance. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de personnalité qui vont entraîner de la démotivation et de la contre-performance. Et c'est ce que j'appelle, ça entraîne un phénomène de mouton à 5 pattes. Ça veut dire qu'on va aller chercher toujours des profils de personnalité qui répondent au plus de conditions. Même si cette dimension de personnalité n'est pas nécessaire au poste, et on sait qu'un trait de personnalité qui n'est pas usité est un facteur fort de démotivation, l'extraversion. Beaucoup d'entreprises, parce que l'extraverti réussit mieux ses entretiens que les autres, il passe mieux. Mais s'il se trouve sur une activité comme, c'était chez un constructeur automobile, à être sur une chaîne de production sans interaction sociale, vous avez une démotivation majeure à un moment ou à un autre. Je reprends mon technicien. Si vous vous limitez, je disais tout à l'heure que cette deuxième génération va établir des liens de corrélation, de liens entre de la performance et certains traits de personnalité. Si vous vous limitez à l'intitulé d'un métier, par exemple un technicien, eh bien un technicien qui répare des chaudières chez un client, par exemple, il est toute la journée tout seul, il est en interaction avec ce client, donc ça devient très stratégique, et donc ça va être des profils de personnalité tout à fait particuliers. Si en revanche ce technicien, il est dans un site industriel, lui il ne verra jamais le client. En revanche, il va passer beaucoup de temps en réunion d'équipe, dans la coopération, ça va être un élément très important. Donc si vous vous limitez à un intitulé de poste, vous passez à côté de l'essentiel, me semble-t-il. Enfin, une partie importante de la performance, c'est la performance dans l'organisation. L'autre, les 2 générations qu'on a vues tout à l'heure, souvent, enfin, ces 2 générations-là ont une problématique, c'est que les candidats peuvent facilement biaiser le résultat pour se présenter de manière dans la désirabilité sociale. Et donc, ces solutions ne prennent pas du tout en compte le contexte de l'organisation et les spécificités du métier dans lequel elles s'exercent. Un exemple, le stress. Un bon profil, a priori, dans une situation très stressante, peut perdre tous ses moyens, alors qu'on s'aperçoit que certains profils qui sont très solides par rapport au stress, ça devient des facteurs de motivation et de performance parce que ça les valorise. Donc le stress, il est important de le prendre en compte. L'ambition, également. Globalement, tous les recruteurs vous disent qu'il faut prendre des ambitieux. C'est des gens qui ont plein d'énergie, c'est des gens qui s'adaptent bien. Posez-vous la question d'un ambitieux qui ne pourra pas évoluer dans votre organisation. Soyez certain que sa motivation ne va pas durer longtemps. Et donc, forte démotivation en la matière. Et ce que j'appelle, moi, le cocktail explosif, qui est arrivé dans un groupe où j'étais, sans vous le citer, et qui est arrivé dans d'autres endroits. Le cocktail explosif, c'est... Vous prenez des gens qui sont ambitieux, vous imaginez recruter une vingtaine de personnes sur un rang de production, par exemple, de technicien. Vous recrutez 20, 30, 40 personnes sur ce profil de technicien. Vous prenez des ambitieux parce qu'on les aime bien en RH, on les aime bien
Les managers les aiment bien aussi. Vous faites ça dans une entreprise à statut. Une entreprise à statut, c'est quoi? C'est une entreprise dans laquelle le salarié, si ça se passe mal, il ne partira pas globalement. Il y en a très peu qui vont partir. Ils vont rester, même s'ils sont en situation de non-épanouissement. Et enfin, si en plus ces gens-là, ils ont bien passé parce que c'est des extravertis qui se retrouvent sur des postes où ils ne peuvent pas l'exprimer, je peux vous assurer que vous avez un véritable problème de démotivation parce qu'ils vont regarder sur quoi ils peuvent évoluer, ils vont se dire tiens, il n'y a plus de poste au-dessus, je ne peux plus bouger. Et au final, vous avez des risques sociaux, et des risques sociaux avec une réalité dans deux groupes, en tout cas je connais très bien, des tensions sociales sur des gens qui ne peuvent pas évoluer. Donc la génération Sequoia, troisième génération donc en la matière, méthode scientifique, on mesure des choses et on établit des liens et on les quantifie. Donc là par exemple c'est les liens entre un certain nombre de dimensions de personnalité et un certain nombre de dimensions de performance. Comment on a fait ça? Pour 730 métiers, on a intégré 150 études scientifiques donc, qui ont été faites dans 150 entreprises différentes, concernant 300 000 salariés. Et au final, le recruteur va choisir sur une liste de 730 métiers, donc le métier de base, et ensuite il va faire du sur-mesure en fonction de son organisation et des spécificités du poste dans lequel il s'exerce. Donc je reviens sur mon technicien. Là, concrètement, on va choisir technicien et on va se poser la question s'il n'y a pas un double métier, deux activités. Par exemple, c'est un technicien qui va encadrer une petite équipe. On s'est tous posé la question dans les entreprises en tant qu'RH, est-ce que quelqu'un qui est un bon technicien deviendra un bon manager? Donc on va pouvoir mixer ces deux éléments-là, les aspects importants de réussite en tant que technicien et les aspects en tant que manager. Et ensuite, il y a une série de questions qui revient à est-ce qu'il y a du travail d'équipe? Est-ce qu'il y a du travail d'équipe dans l'organisation? Et là, on va aller chercher les dimensions de personnalité qui sont facteurs de succès en travail d'équipe. On va se poser la même question sur la relation client, le technicien dont je parlais tout à l'heure, qui est continuellement avec le client, qui peut lui proposer d'autres produits. La relation client, le changement. L'ouverture au changement, c'est quelque chose qu'on mesure de manière fiable. Il y a des gens qui sont très ouverts au changement, mais ils ne vont pas supporter la routine, et inversement. Des gens qui vont très bien supporter la routine et pas le changement. Il faut se poser la question de l'importance du changement dans vos organisations avant de recruter des gens pour ne pas systématiquement avoir des gens sur le même profil. L'ouverture au changement, les opportunités de carrière. Ne prenez pas toujours tous les gens les plus ambitieux si vous n'avez pas de possibilité d'évolution derrière. A fortiori, on va poser la question du statut. On ne va pas rentrer dans les détails de votre rémunération globale. On va se poser la question simplement, est-ce que le salarié, est-ce qu'il va bouger de l'entreprise? Est-ce que vous êtes dans une entreprise, dans votre bassin d'emploi, ou des opportunités autres que dans l'entreprise, est-ce qu'il va y aller ou ne pas y aller? Donc ça va jouer sur votre statut. Et enfin, donc on va calculer un taux d'adéquation globale au poste. On va savoir qu'ici, entre 50 et 70%, on a une bonne adéquation. 70, ça commence à être dans l'excellence, taux d'adéquation globale au poste. Et là, on va pouvoir positionner le profil du candidat sur un profil de performance idéal intégrant les spécificités du poste et de l'organisation. Et on va conclure sur 4 zones, on comprend bien ces zones-là. La première, c'est une zone de talent. C'est un candidat qui, naturellement, a une dimension significative de personnalité. Je vais reprendre l'ambition. Une ambition à un niveau élevé dans une organisation dans laquelle il peut évoluer, ça va être un véritable talent. Donc une zone de talent, une zone de confort. On comprend bien, le trait de personnalité n'est pas nécessairement significatif, mais il est en phase avec le poste. Et enfin, 2 autres zones qui sont des zones d'où la motivation ne va pas être présente, une zone de contrainte. Là, les managers qui utilisent ça, après les RH, les managers l'utilisent, ils comprennent très bien en termes de management ce que ça veut dire. C'est des gens qu'il faut pousser aux fesses. Une zone de contrainte. Et enfin, une zone de frustration, c'est tout simplement, si je reprends l'ambition, c'est quelqu'un qui a une forte ambition, qui n'arrive pas à évoluer. Donc là, c'est vraiment une zone de frustration. Et il n'aura pas le niveau de motivation attendu. Et dans tous les cas, ce sera une perte d'énergie à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. Juste un mot encore. Évidemment, cette solution a été testée en situation à enjeu, avant des recrutements et avec les mêmes populations. Et on a les mêmes résultats. Donc on sait qu'ils sont insensibles aux aspects de désirabilité sociale. Et cette solution est utilisable de manière autonome.
uniquement sur la partie recrutement, sachant qu'elle peut s'intégrer également dans une solution globale de solution dématérialisée, de développement des ressources humaines, intégrant une solution de gestion des compétences et tout le processus de développement RH dématérialisé. Et cette fois-ci, on est dans une boucle de rétroaction où on mesure les performances dans le SIRH, donc on propose à nos clients, et ensuite on va recaler notre système de recrutement, cette fois-ci en véritablement sur mesure. Donc en clair, il s'agit de pouvoir pronostiquer une performance durable et épanouissante, et donc en la matière d'ouvrir les yeux sur le talent.